Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session du Grand Paris circulaire sur la thématique des textiles. On a souhaité, comme vous l'avez peut-être vu sur le programme du Grand Paris circulaire, organiser des journées thématiques. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur notre journée alimentation et textile. Donc, avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tissa Smack de Circulaire, Marie de Modestime et Stéphane Bailly du Palais Métis qui va se joindre à nous dans un instant. Je vais vous parler un petit peu du programme de la journée. Tissa, je veux bien le slide suivant. Merci beaucoup. Je vous disais, Tissa Smack de Circulaire, qui est notre partenaire sur ce webinaire, va vous faire une introduction de cadrage sur le textile. Quand on achète un vêtement professionnel ou particulier, qu'est-ce qu'on achète en réalité? Quel est l'impact environnemental qui se cache dans les fibres? Sur une quinzaine de minutes. On partira ensuite en reportage terrain chez Modestime, qui est une association de l'île Saint-Denis qui nous a reçus il y a quelques semaines pour faire un reportage dans leur atelier. Marie Saudin nous expliquera un petit peu en retour de ce reportage les tenants et les aboutissants de ce beau projet qui est Modestime. Et vers 15h25, on aura un témoignage de Stéphane Bailly pour un nouveau matériau biosourcé qui s'appelle Métis, l'isolation coton, qui est porté par le relais, et il nous en dira un petit peu plus. Quelques pratiques pour aujourd'hui. Les micros sont normalement coupés, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat. Vous l'avez vu, la session est enregistrée. N'hésitez pas à allumer vos caméras pour qu'on puisse se voir, et vous pouvez également renommer votre profil si vous souhaitez poser des questions, pour qu'on ait un petit peu de contexte sur qui pose la question. Voilà, c'est tout pour moi. Je passe la parole à Tissa de Circulaire. Un grand merci, Tissa, pour cette intro de cadrage. Merci Stéphanie pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Je pense que vous êtes en train d'arriver au compte-gouttes. Comme ça, on va pouvoir commencer sur l'introduction de cadrage. L'objectif, c'est de donner un panorama des enjeux liés au secteur textile, et aussi en quoi l'économie circulaire peut jouer un rôle dans ce secteur, et ce, à grande échelle. Et pour commencer, j'aimerais déjà vous dire quels sont les 4 points clés que je vais aborder, et ensuite je vous poserai une petite question. Donc, je vais d'abord parler du bilan environnemental et social du secteur, qui est sans surprise assez lourd. Je vais essayer aussi de vous montrer quels sont les facteurs d'explication pour expliquer un tel bilan. Ensuite, on parlera un peu plus d'économie circulaire et de pistes de solutions. Enfin, je parlerai aussi de la réglementation et en quoi elle va impacter le secteur à la fois en France et en Europe. Et puis, je donnerai aussi quelques exemples métropolitains qui montrent qu'on peut faire bouger les lignes. Et suite à ça, vous aurez aussi les exemples de Modestime et de Métis qui vous seront présentés. Et bon, pour commencer, une petite question. Normalement, vous allez avoir une petite box qui va apparaître, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser le chat sans problème. Ma question porte sur la production de ce t-shirt en coton et l'eau que cela implique. À votre avis, la production d'un tel t-shirt consomme autant d'eau que ce que boit une personne en 6 mois, en 1 an et demi, ou bien en 2 ans et demi? Je vous laisse répondre dans la box ou dans le chat. Je vois que les réponses arrivent petit à petit. Pour l'instant, c'est plutôt la balance penche plutôt pour 1 an et demi. Et je vais donc vous dévoiler la réponse qui était 2 ans et demi. Donc la réponse maximum. Je vais juste fermer le sondage. Oui, en effet, donc la production d'un tel t-shirt va nécessiter plus que 2500 litres d'eau douce en moyenne. Et donc, ça équivaut à ce que boit une personne sur 2 ans et demi. Donc, c'est un chiffre, je trouve, qui est assez parlant. Et pour continuer justement sur les chiffres clés, je vais d'abord vous redonner un peu quelques ordres de grandeur du rôle économique que le secteur textile joue tant au niveau mondial que national.
Au niveau mondial, c'est une production de vêtements qui a doublé entre 2000 et 2014 et qui équivaut aujourd'hui à 100 milliards de vêtements produits chaque année. À noter que le secteur textile, ce n'est pas seulement les vêtements, c'est aussi les chaussures et le linge de maison, dans le sens, dans la manière dont on le définit en tout cas en France. En termes de chiffre d'affaires annuel, c'est assez énorme, hein, 2400 milliards de dollars. Et en termes de personnes employées dans le secteur dans le monde, ça représente en fait à toute la France qui travaille pour le secteur. Et si on parle justement du secteur textile d'un point de vue plutôt national, donc évidemment, le secteur a été beaucoup plus important en France il y a quelques décennies de cela. Aujourd'hui, c'est environ 2100 entreprises spécialisées sur le textile, en particulier sur le textile technique, qui est plutôt, voilà, qui est vraiment la partie, enfin, le segment du marché qui est important pour la production française. C'est un peu plus de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et un peu plus de 60 000 personnes qui sont employées dans le secteur. Et un chiffre aussi qui est éloquent par rapport à mettre au regard de ces autres chiffres, c'est une estimation qui est que en moyenne, chaque année, 500 milliards de dollars sont estimés en manque à gagner pour le secteur au niveau mondial, du fait du manque de recyclage et aussi du fait de la mise en décharge de textiles qui n'ont même pas été vendus. Et donc, ça met vraiment en perspective le besoin d'implémenter de l'économie circulaire dans tout ça. Pour continuer sur quelques chiffres clés, je voulais vous donner un peu, vous redonner des chiffres sur le secteur, même si je pense que la plupart d'entre vous les ont déjà croisés. Et le fait que le Black Friday arrive, je pense que ces chiffres vont remonter dans les publications dans les jours à venir. Déjà, en termes d'émissions carbone, il faut noter que le secteur textile, c'est 8 à 10% des émissions mondiales, donc c'est juste énorme. En termes d'eau, j'en ai parlé au début, c'est un secteur qui est très consommateur d'eau douce. C'est 4% de l'eau potable disponible dans le monde qui est utilisée par le secteur. Et un chiffre qu'on entend peut-être un peu moins, c'est un demi-million de tonnes de microfibres synthétiques rejetées dans l'océan. Les microfibres synthétiques viennent des fibres textiles faites en plastique, qui sont donc pétrosourcées. Et le problème de ces microfibres, de ce microplastique qui se retrouve dans l'océan, c'est qu'elles viennent perturber toute la chaîne alimentaire marine, et notamment le phytoplancton. D'un point de vue également humain, si on parle uniquement du Bangladesh et du Pakistan, qui sont vraiment les pays qui produisent aujourd'hui le plus de textiles pour les marchés européens et nord-américains, c'est aussi un bilan très lourd en termes de droits humains, de droits du travail qui sont peu, voire pas respectés. Et un chiffre éloquent, c'est qu'il y a eu 579 décès entre 2009 et 2013, rien qu'au Bangladesh, à cause de feux d'usine. Et puis, un dernier aspect aussi qui est important, et surtout quand on parle d'économie circulaire, ce sont les déchets. Il est estimé à moins d'1% les textiles qui sont recyclés en autres textiles, et à un peu plus de 10% des textiles qui sont recyclés, notamment sous-cyclés, par exemple en revalorisation type isolation pour les bâtiments. Et rien qu'en Europe, c'est 4 millions de tonnes de textiles qui sont jetées chaque année. Et parmi celles-ci, plus de 80% vont finir enfouis ou incinérés, c'est-à-dire pas du tout revalorisés. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et pour comprendre pourquoi ce bilan est si lourd, que tant du point de vue environnemental que social, j'ai repris cette infographie de la Fondation Ellen MacArthur qui montre à quel point la chaîne de valeur conventionnelle du secteur est linéaire encore aujourd'hui. Et elle est en anglais, il y a pas mal d'informations, mais ce qui compte, ce sont vraiment les deux chiffres qui sont entourés en jaune, celui du début et celui de la fin. Pour le début, on a plus de 97% de la matière première utilisée qui est vierge, que ce soit pour la matière pétrosourcée ou biosourcée. Et en fin de chaîne, on a plus de 70% des textiles qui vont être incinérés ou enfouis. Donc, c'était plus de 80% pour l'Europe, plus de 70% pour le monde. Donc, voilà, on comprend bien qu'il y a un vrai problème de revalorisation de ces déchets-là. Et donc, ça, c'est le premier facteur d'explication, c'est le fait que les chaînes de valeur soient encore très linéaires. À cela s'ajoute quelque chose qui, à mon avis, résonne chez vous déjà, c'est le fait que ces chaînes de valeur soient extrêmement mondialisées
et donc complexe. Si on reprend notre exemple du t-shirt en coton du début, là, c'est le chemin que va traverser un t-shirt en coton issu de l'industrie mondialisée conventionnelle ou de la fast fashion, comme on pourrait dire. Et c'est en moyenne 5 pays qui vont être impliqués, depuis la production du coton en Chine jusqu'à la vente du bien dans le Royaume-Uni, dans cet exemple-là. Au total, ça va être plus de 15 000 kilomètres parcourus, en grande majorité en avion, parce que c'est plus rapide. Et au final, dans le prix du produit, c'est assez injuste parce qu'on a plus de 70% qui va revenir à la marge du magasin de la marque et en fait seulement 0,6% en moyenne qui va revenir pour le travailleur ou la travailleuse qui a produit, confectionné ce t-shirt au Bangladesh. Donc, il y a vraiment, vraiment un problème sur ces chaînes de valeur. Et troisième facteur et dernier facteur d'explication qui est lié aux deux autres, c'est qu'en fait, ces chaînes de valeur se renforcent parce qu'il y a un phénomène d'auto-alimentation entre les tendances de consommation et les manières de produire. Et pour cela, j'ai fait un petit schéma qui part d'un constat, celui que le cycle de production est toujours plus concurrentiel. Les marques sont toujours dans une compétitivité toujours plus forte dans le secteur textile et ça va entraîner une réduction importante des dépenses et des économies sur les coûts. Donc les marques voilà, vont toujours essayer de faire le plus d'économies possible, puisqu'elles sont en compétition forte. Et il va y avoir deux conséquences relativement graves qui vont en découler. Premièrement, cette réduction des dépenses, cette réduction des coûts va entraîner une baisse des prix de vente. Cette baisse des prix va pousser les consommateurs à acheter plus parce que les biens textiles sont plus accessibles, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose de rendre des biens qui sont fondamentaux accessibles. Mais là, on a vraiment des prix qui ne reflètent pas du tout la valeur des produits et ça va pousser les personnes à plus consommer, mais aussi à plus jeter. Et au début, je vous disais qu'entre 2000 et 2014, la production mondiale de vêtements avait doublé. Il faut aussi savoir que sur le même laps de temps, la durée d'usage des vêtements a diminué de 36% dans le monde, ce qui est juste énorme. Et donc, en fait, on a un effet rebond de cette baisse des prix qui est ce qu'on nomme aujourd'hui la fast fashion. Une autre conséquence problématique de cette compétition sur les coûts, c'est que cela va entraîner des contrôles qui vont être réduits, mal faits, peu faits, tout au long de la chaîne de valeur textile qui est en plus très complexe et très mondialisée. Donc forcément, les droits du travail, les droits humains vont avoir tendance à être plus facilement bafoués et de même pour les atteintes portées à l'environnement qui vont être de plus en plus nombreuses et qui vont être très peu contrôlées et donc très peu pénalisées in fine. Et un chiffre qui est assez parlant et qui montre pourquoi il faut vraiment agir pour le secteur aujourd'hui, c'est celui qui va apparaître tout de suite, qui reprend celui des émissions globales de GES, de gaz à effet de serre. En fait, le secteur, comme je disais au début, pour ceux qui viennent d'arriver, représente 8 à 10% des émissions carbone dans le monde aujourd'hui. Mais si on poursuit sur les mêmes tendances de production et de consommation, cela pourrait tendre à plutôt 26% des émissions à horizon 2050. Donc, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut agir. Et heureusement, on a des pistes de solutions qui émergent de plus en plus dans le secteur. Et je vais un petit peu vous en parler pour voir comment cela peut s'appliquer, enfin comment l'économie circulaire peut s'appliquer au secteur textile. On a repris le papillon de la Fondation Ellen MacArthur et on l'a un peu twisté pour qu'il colle à notre fameux t-shirt en coton gris. Donc, si on prend la chaîne traditionnelle, on peut regarder la verticale de ce schéma. Donc, le t-shirt est produit, acheté, vendu. Il va être jeté en fin d'usage, collecté. Et il a de fortes chances d'être enfoui ou incinéré et au mieux, dans la plupart des cas, d'être valorisé pour de l'énergie. Mais on peut penser à des boucles circulaires, les boucles vertes, et on peut penser plutôt à trois boucles distinctes. La boucle la plus courte, la plus vertueuse, celle de la réparation. Plusieurs acteurs en France commencent à se positionner sur le sujet et cela permet d'allonger la durée d'usage des textiles. On peut penser à Veja, qui a ouvert un atelier pour les chaussures, les sneakers à Bordeaux, ou encore à la textilerie à Paris ou aux réparables dans les Pays de la Loire qui font de la sensibilisation et de la réparation de textiles.
Deuxième boucle qui a le vent en poupe, c'est celle du réemploi et de la réutilisation qui va englober notamment les pratiques de don, mais aussi de seconde main qui sont en train de se développer de plus en plus. On a par exemple la plateforme de vente en ligne Label Emmaüs ou encore Crushon qui est une marque de seconde main vintage qui a ouvert un magasin à la Défense, mais qui a aussi des corners aux Galeries Lafayette et qui tend à s'étendre de plus en plus. Et puis la troisième boucle, celle du recyclage, qui n'est vraiment pas à sous-estimer. On a vraiment besoin de booster aussi cette boucle aujourd'hui. Et on peut penser à deux acteurs importants sur le sujet. En France, Refashion, anciennement EcoTLC, qui est l'éco-organisme des textiles. Et puis au niveau européen, le programme de recherche Recentex, qui cherche des innovations techniques, technologiques pour recycler les textiles pour l'industrie textile, mais aussi chimique. Et si on pense du coup à ces trois boucles de l'économie circulaire, va en découler des actions clés à mettre en œuvre. Il y en a 4 qui sont issues d'un super rapport de la Fondation Ellen MacArthur qui s'appelle New Textiles Economy. Vous allez la voir dans le chat. La première brique sur laquelle il faut agir, c'est celle de l'approvisionnement durable. Parce que même si on essaye d'incorporer le plus de matières recyclées possible, on aura toujours besoin de matières vierges. Et quand on en a besoin, il faut se poser la question de d'où elle provient. Est-ce que c'est biosourcé? Est-ce que c'est renouvelable? Est-ce que la production a été faite aussi en respectant certaines règles sanitaires et écologiques? Et c'est vraiment très important d'agir sur ce pan-là. Deuxième brique, c'est celle de l'éco-conception. Si on veut des produits textiles qui soient réparables, qui durent dans le temps et qui soient aussi recyclables, il faut dès le moment de la conception du textile penser à ce qu'il va devenir et comment il va être utilisé, et notamment aux substances qui vont entrer dans sa confection. Troisième brique, c'est l'allongement de la durée de vie, justement. Comme je vous l'ai dit, la durée d'usage des habits a beaucoup diminué ces dernières années dans le monde. Et là, l'idée, c'est de développer, d'investir dans des nouveaux modèles économiques, que ce soit la location ou la seconde main, et qui vont permettre d'allonger la durée d'usage des textiles. Et puis la dernière brique, c'est le recyclage, dont je parlais juste avant. C'est fondamental de réussir à augmenter les taux de recyclage pour le secteur qui sont aujourd'hui encore malheureusement très faibles. Et pour cela, il faut agir d'abord sur le tri et la collecte, pour être sûr déjà de collecter le vêtement, le textile, quel qu'il soit, et qu'il ne finisse pas enfoui, incinéré. Et aussi, il faut développer des filières de revalorisation qui soient efficientes et qui maillent aussi les territoires pour tout simplement être en capacité de recycler des volumes importants de textiles très différents. Petit zoom très rapide sur les évolutions réglementaires qui vont, comme vous allez le voir, pousser ces 4 briques pour le secteur à la fois en France et en Europe. Si on parle de la France, il y a 2 lois qui sont en train de faire avancer les choses. C'est la loi AGEC et la loi Climat et Résilience. Il y a beaucoup de choses en lien avec le secteur qui vont être promulguées dès à présent et aussi courant 2022. Ici, il y a quelques points qu'on a résumés. D'abord, un point très important qui est l'interdiction de détruire les invendus textiles. C'est une vraie avancée. La REP textile, donc portée par Refashion notamment, a été élargie. Les magasins sont aussi de plus en plus poussés, incités à faire de la reprise sans frais. Également, à venir dans les nouveaux produits textiles, des taux minimaux, oui, de matières recyclées incorporées dans les nouveaux produits. Et puis, il y a un deuxième volet très important et assez nouveau pour le secteur qui porte sur la communication auprès du consommateur, puisque les produits vont devoir afficher les caractéristiques environnementales, le geste de tri et également les substances chimiques pour les nouveaux produits. Au niveau européen, d'ici la fin d'année, l'UE devrait publier sa stratégie pour des textiles durables. Et à partir de 2025, tous les pays de l'Union européenne vont être obligés de collecter séparément des textiles. Et cela a été promulgué a été écrit dans un décret de 2018. Pour terminer, en 1 minute, 3 exemples d'acteurs métropolitains qui font bouger les lignes à leur échelle et qui sont assez inspirants. Premier acteur, c'est Fabrique. Ils ont créé la première brique de textile fabriquée en France. Et là, on a l'exemple de leur collaboration avec la marque de textile masculin Jules, avec qui ils ont recyclé 128 000 t-shirts pour créer de la décoration et de l'ameublement pour certains de leurs magasins. On a aussi La tête dans les nuages.
dans un autre genre qui ne fait pas des briques, mais des poufs, comme vous pouvez le voir. L'intérieur des poufs est fait à partir de polystyrène réemployé, une matière qui est en plus pas facilement valorisable. Et l'extérieur est fait à partir de montgolfières qui ont été, donc, comme vous le voyez, intelligemment réemployées ici. Et d'ailleurs, ils bossent aussi avec des ateliers d'insertion comme Modestime, justement. Dernier exemple qui va parler à certains d'entre vous sûrement, c'est celui de la filière expérimentale de revalorisation des textiles professionnels, la FreeVep, un projet lancé dès 2016 qui portait sur les textiles professionnels. Donc là, par exemple, on a l'exemple de la SNCF à gauche, de la Poste à droite, et de textiles qui ont été reconditionnés justement dans le cadre de ce projet. Et il y a un livret très intéressant qui a été publié à l'issue de cette expérimentation. Voilà, j'espère que... Alors, je vais revenir juste avant. J'espère que mon intervention vous a plu. C'était court, on a seulement 1 heure. Vous avez beaucoup de liens pour creuser les sujets qui vous ont été envoyés dans le chat. Mais je vais passer au deuxième temps fort de ce webinaire et introduire Marie. Marie qui est avec nous, qui travaille chez Modestime et qui va dans quelques instants répondre à nos questions pour vous parler un peu de ce qu'ils font dans cette super association du 93. Et on s'est rendu sur le terrain. On s'est rendu sur le terrain avec Circulaire et la métropole il y a quelques semaines de cela pour tourner une vidéo. On va pouvoir la visionner tous ensemble dès à présent. Et juste après, je laisserai Marie s'introduire et je lui poserai quelques questions. Normalement, Eléa lance la vidéo tout de suite. Bon visionnage. Ici, on est au phare, à l'île Saint-Denis, où est hébergé Modestime. Ce phare regroupe une quinzaine d'associations, de structures qui interviennent dans l'économie sociale et solidaire sur les questions de lutte contre les exclusions, l'environnement, l'insertion. Modestime, c'est une association et un atelier chantier d'insertion. L'association existe depuis 2011 et le chantier d'insertion depuis 2014. L'objectif de Modestime, c'est donc d'utiliser la couture à des fins d'insertion socio-professionnelle. Pour la fabrication textile, on utilise tout type de matériaux. À partir des matières qui nous sont fournies par le client ou qu'on nous donne, on peut fabriquer toutes sortes d'accessoires textiles. On peut faire par exemple des trousses. On a fait des trousses pour la Fédération française de football à partir des bâches qui étaient utilisées sur le Stade de France pendant le Covid. Les produits finis sont destinés à nos clients qui passent commande, que ce soit pour des goodies qu'ils vont réutiliser en interne, pour des cadeaux clients qu'ils vont offrir ou pour de la revente. On accueille au sein de l'atelier environ 20 personnes sur une année entière. Ce sont des personnes qui sont orientées par les partenaires de l'emploi ou sociaux, qui viennent principalement de la Seine-Saint-Denis, et qui ont besoin de passer par un parcours d'insertion pour améliorer leur accès à l'emploi ou à la formation. Je m'appelle Naïma, je suis à Modestime depuis mai 2019 jusqu'à aujourd'hui. On est assez polyvalent, ça veut dire quand on arrive et on est novice dans la couture, on commence par le commencement, tout ce qui est repassage, nettoyage, et après on passe à la coupe, et après la machine, la confection, et ça avance pas mal. Après 2 ans, vraiment, on acquis de l'expérience. Pour arriver à un produit fini, il y a 2 grandes étapes. La première, c'est la conception et ensuite la production. Pour la conception, il faut qu'on fasse un patron. On en a besoin pour couper le tissu. Donc on va réfléchir au modèle, aux tailles, aux dimensions et on va faire un patron. Dans le cadre des projets de l'économie circulaire, on a une étape aussi d'optimisation de la matière existante. Avec Enedis, on a upcyclé des tenues de travail usagées, on en a fait des trousses, des porte-badges, des pochons pour les salariés. Concrètement, sur le pantalon par exemple, on utilise la ceinture pour faire les anses des sacoches, la braguette pour faire le zip de la trousse et dans les jambes, on fait 6 porte-badges. Dans l'étape de production, on commence par la coupe.
Ensuite, on passe au montage, où là, on va utiliser des piqueuses plates pour les points droits et des surjeteuses pour empêcher le tissu de s'effilocher. Ensuite, on a le contrôle qualité, où on va mettre de côté les tissus qui sont notamment endommagés. Et enfin, le conditionnement. Modestime intègre l'économie circulaire d'abord par son impact social, mais aussi en proposant des solutions pour les marques, les collectivités ou les entreprises qui veulent s'engager et produire bien le textile de manière locale, de manière solidaire, mais aussi en pratiquant le recyclage, l'upcycling, en récupérant des fins de rouleau ou ce genre de choses. Le magazine Version Femina nous avait contactés pour fabriquer des cadeaux pour ses meilleurs clients. On leur a donc proposé de créer une pochette d'ordinateur à partir de tissus qu'on avait en stock, qui sont des tissus qui nous ont été donnés par une entreprise de prêt-à-porter de luxe. On a travaillé avec des collectivités, par exemple avec le conseil départemental du 93, pour lesquels on a fabriqué des masques. Parfois, nos produits finis sont aussi destinés à des projets à impact social. Par exemple, on a travaillé avec l'association Shakti 21 pour fabriquer des marmites norvégiennes qui ont été distribuées à des personnes en situation de précarité. On a plusieurs types d'actions. L'atelier chantier d'insertion, c'est vraiment l'idée qu'un savoir-faire textile manuel et l'apprentissage de savoir-faire permettent de valoriser les personnes qui sont chez nous, qui sont salariées. Et puis de manière générale, mode estime, l'idée c'est en fait que la mode peut aider à retrouver l'estime de soi, que ce soit par le simple fait de s'habiller ou le fait de pouvoir faire avec ses mains. Chacun arrive d'un pays, chacun apporte une culture, une connaissance, un savoir. À chaque produit, c'est un aboutissement. Ça veut dire quand on finit, c'est bien fait. Moi, personnellement, voilà, je trouve mon bonheur. Et comme aussi on est encadré, on est suivi professionnellement, là, la semaine prochaine, je vais entamer une formation en cybersécurité. Je vais aboutir par un diplôme dans un domaine qui me plaît bien et voilà, que je me suis retrouvée après un long chemin. Parfait. On espère que vous avez pu bien voir la vidéo. Normalement, elle passe relativement bien avec Zoom. Donc, je vais dès à présent te laisser la parole, Marie, pour que tu puisses te présenter rapidement et dire ton rôle de coordinatrice de l'insertion au sein de l'association Modestime. Et puis après, j'aurai quelques questions à te poser pour creuser un petit peu ce qu'on a commencé à voir dans cette vidéo. Je t'en prie, Marie. Merci. Déjà, merci pour ce très beau reportage qui met en lumière vraiment toute l'action de l'association. Donc oui, Modestime, ça a été créé en 2011. Alors moi, je suis coordinatrice de l'association. J'y travaille depuis 4 ans. Et à la base, donc, elle avait été créée pour utiliser la couture vraiment à des fins d'insertion sociale et plutôt dirigée vers les personnes en situation de handicap. Voilà. Et l'opportunité, ça a été de s'installer sur le territoire de la Seine-Saint-Denis et d'ouvrir du coup l'atelier chantier d'insertion en 2014. Ok, super clair. Et justement, donc, depuis 2014, vous êtes implémenté au phare dans le 93. Et quel est l'impact de Modestime, quel est l'impact local de Modestime, tant sur le plan social qu'environnemental aujourd'hui? Alors, l'idée vraiment, alors je peux partager en même temps quelques données rapidement. Voilà, j'en profite. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Oui. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Donc vraiment, nous, l'idée, c'est d'agir sur le point de vue d'insertion sociale. Déjà, vraiment, l'idée, c'est avec cet atelier, donc permettre l'accueil de personnes en situation de handicap notamment, puisque ça représente 40% de notre équipe, des personnes éloignées de l'emploi qui ont un réel besoin d'accompagnement et qui ont des savoir-faire aussi très variés. Donc, 20 personnes par an, c'est aussi 6 recrutements environ chaque année, 6 personnes aussi qui sortent de notre atelier, dont la moitié en emploi ou en formation. Nous, l'intérêt, c'est vraiment la remobilisation par cette activité salariée et par le savoir-faire couture.
Donc ça, c'est l'idée vraiment importante pour nous. Et local, l'impact local, c'est aussi l'idée d'intervenir sur le territoire, notamment de la Seine-Saint-Denis, qui est un territoire vraiment affecté par un taux de chômage très important et un taux de chômage important notamment pour les personnes en situation de handicap. Notre atelier a vraiment été conçu pour l'accueil et faciliter l'accueil sur les personnes en situation de handicap physique notamment. L'idée, c'est aussi de permettre au territoire de connaître et d'être sensibilisé justement sur tout ce que tu as présenté tout à l'heure, sur l'impact textile. Et par là, on organise des ateliers de sensibilisation, notamment avec des techniques un peu différentes sur l'éco-print, sur la teinture végétale. Et nous formons nos salariés qui eux-mêmes transmettent leurs compétences apprises et sensibilise le grand public. Voilà. Et ça, on l'organise sur le territoire, notamment de la Seine-Saint-Denis. Ensuite, c'est vrai qu'on choisit vraiment les projets sur lesquels on souhaite accompagner, qu'on souhaite aussi développer. Donc, on travaille avec des clients, beaucoup de petits créateurs d'ailleurs qui lancent aussi leur marque et qui s'intéressent évidemment à l'environnement et à l'impact social par rapport à notre projet solidaire. Donc ça, c'est important à valoriser aussi et ça représente de plus en plus, nos projets augmentent à ce niveau-là et ce qu'on appelle l'upcycling, effectivement, c'est la possibilité de réutiliser les textiles, les invendus, les stocks, les fins de rouleau. Et on a vraiment constaté une augmentation très importante sur notre vente, sur la production globale de notre association. Donc, on a comparé 2019, parce que 2020 étant entre parenthèses. Donc, ça représentait environ 18% de notre chiffre d'affaires global, les projets upcyclés, et contre 35% en 2021 et qui approche plutôt maintenant, en fin d'année, les 40%. Donc ça, il y a une réelle augmentation de ces projets-là et qui impacte de plus en plus les entreprises, des grandes entreprises et les collectivités. Super. C'est pas intéressant de voir la part de l'upcycling qui augmente dans le chiffre d'affaires de Modestie. Et d'ailleurs, en parlant de collectivité, vous avez lancé un collectif pendant la crise sanitaire avec 3 autres ateliers d'insertion. Tu vas nous en dire quelques mots pour nous expliquer pourquoi vous l'avez créé récemment et peut-être plus largement aussi, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment Modestime se positionne sur la réalisation de projets d'envergure pour des collectivités, justement? Oui, en mars 2020, on a été sollicité par le département pour la production de masques en tissu à grande échelle et pouvoir répondre à un marché public. Jusqu'alors, on n'avait jamais pu répondre à un marché public à notre dimension. Nous sommes une toute petite structure. Nous essayons de stabiliser bien sûr notre activité et les marchés d'offres publiques sont très difficiles d'accès. Là, c'était l'opportunité de travailler sur cette réponse à l'appel d'offres et l'intérêt c'était de pouvoir faire travailler aussi les autres associations et ateliers d'insertion du secteur et donc nous sommes rapprochés de nos partenaires déjà existants qui sont la Ressourcerie Demain, Femmes Actives et la Main Fine qui sont sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et l'idée c'était vraiment de créer un collectif qui puisse répondre à ce type d'appel d'offres. Donc là, l'intérêt, COFIL, qui est le collectif pour une filière intégrée locale et solidaire, ça a été vraiment de mettre en valeur les savoir-faire textiles des salariés en insertion, tout en restant sur une démarche éco-responsable et de qualité. La réponse à un appel d'offres, j'y reviens parce que ça a toujours été, comme je disais, un peu difficile pour le type de structure que nous sommes. Deux grosses difficultés, déjà répondre en quantité, puisque il faut pouvoir produire et garder en stock, ce qui est complètement impossible pour nous, et répondre à des délais très courts. Voilà. Et ça nous a permis, cette réponse à l'appel d'offres des masques, de réfléchir et d'organiser ça et de mettre en pratique vraiment pour la première fois cette réponse. Donc, depuis, on a réussi à produire 120 000 masques qu'on a fournis à temps, sur lequel il a fallu beaucoup de développement aussi. C'est un produit quand même nouveau pour tous. Et depuis, on s'est organisé et on a travaillé sur la réalisation d'un catalogue de produits éco-responsables. L'idée étant d'anticiper au maximum
ce qu'on va pouvoir proposer aux entreprises et aux collectivités. Puisque, comme je vous le disais, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir vraiment anticiper, et aussi en matière première, bien sûr, parce qu'il faut prévoir les commandes, les livraisons, et il y a toujours des délais importants malgré tout auprès des fournisseurs. Donc, souvent, c'est ça qui peut être compliqué. Et donc là, voilà, sur l'année 2021 plutôt, on a prévu développer ce catalogue de produits éco-responsables, aussi bien en vêtements professionnels qu'en goodies pour les entreprises, puisque voilà, on avait été sollicité auparavant beaucoup pour ça. Donc, ça nous a permis de réfléchir à ça, de pouvoir préparer des stocks aussi, et puis de sourcer les fournisseurs, justement, avec les labels qui nous intéressaient, éco-responsables, et de négocier, bien sûr, les prix. L'idée aussi pour nous de pouvoir répondre à un appel d'offres, c'est aussi de se préparer, d'anticiper, et effectivement avec le besoin aussi de partir sur un minimum de commandes, parce qu'il faut savoir que nous restons des structures assez petites et que nous avons besoin aussi de minimum de commandes pour stabiliser bien sûr notre activité. Ok. Et c'est super clair sur le collectif et sur votre positionnement par rapport notamment aux appels d'offres publics. J'ai une dernière question qui est un petit peu plus prospective. Et donc là, vous avez créé le collectif, vous êtes en train de grandir, il me semble. Quelles sont les ambitions et les projets importants pour Modestime en 2022 ? Eh bien voilà, du coup, on continue de préparer d'autres projets, effectivement. On est parti du constat de cette augmentation de demande importante de nos clients et on a réfléchi à comment aussi valoriser les savoir-faire de nos salariés qui ne sont pas tous destinés à rester dans le secteur textile. Voilà. Et nous avons donc l'ambition de créer un autre atelier à plus petite taille, mais qui serait là sur une activité plutôt de bureau d'études, de patronage et de prototypage par rapport aux demandes justement qu'on a pour vraiment accompagner le client de A à Z dans la réflexion d'un nouveau projet, dans la transformation de leurs invendus, des textiles en fin de vie, des fins de rouleau, voilà, parce qu'on a déjà eu ce type de demande, mais que ça nécessite aussi de sensibiliser encore plus les entreprises ou les collectivités et de les amener aussi à des projets aboutis, finis, et qui leur donnent envie aussi de continuer et de revenir. Donc voilà, le labo sera le nouvel atelier que nous allons ouvrir à Épinay-sur-Seine avec une équipe de 6 couturiers, toujours en insertion pour le moment, mais avec l'envie de les former et de valider, de développer leurs compétences et notre expertise par rapport à cette demande en pleine expansion. Et d'autre part, nous continuons à travailler sur un projet de fond qui est celui de Modestime, c'est la mode adaptée, où nous souhaitons permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir un accès facilité à la mode en pensant au confort et au bien-être de leur situation. Voilà, les grands projets qui arrivent. Super. Merci beaucoup Marie pour avoir répondu à ces questions et donner un peu plus d'éclairage. Là, vous avez... tu peux laisser ton contact quelques secondes sans souci. Il y a peut-être des personnes intéressées pour en savoir plus sur Modestime et sur leurs projets. Dans la vidéo, il y a déjà eu beaucoup d'exemples de ce qu'ils peuvent faire et comme le montre l'exemple du collectif, il y a aussi une part d'adaptabilité, de flexibilité possible, même avec des structures associatives de taille modérée. Donc merci beaucoup Marie. Je vais pouvoir repasser la main à Stéphanie Morisset qui est chargée ESS et économie circulaire à la métropole pour introduire notamment le prochain intervenant. Donc Stéphanie, je te repasse la main et j'ai la main sur les slides si besoin. Superbe. Merci Tissa, merci beaucoup Marie. Je veux bien que tu remettes les slides, ne serait-ce que pour qu'on ait le nom et le titre exact de Stéphane. Stéphane Bailly, bonjour. Est-ce que vous nous entendez, Stéphane ? Oui, je t'entends très bien, oui, merci. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le référent technique national Métis, oui, qui est un projet porté par le Relais. Donc, on ne va pas vous demander de nous présenter toutes les initiatives que porte le Relais parce qu'elles sont très nombreuses, mais peut-être pour donner quelques points de repère en quelques instants aux participants d'aujourd'hui.
On va peut-être vous demander de nous donner quelques points de repère sur Oui. le relais avant de passer vraiment sur le cœur du sujet d'aujourd'hui qui est le projet Métis. Donc, le relais, vous n'êtes pas une association, vous êtes une entreprise, c'est un point important pour vous, c'est ça? C'est un point important. C'est pas qu'on veut vraiment faire. Pour nous, la distinction se fait dans l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise, on va avoir des notions de rentabilité, on va avoir des notions aussi de nombre, puisqu'on est une entreprise qui a plus de 3000 personnes. Quand on est 2000 en France et 1000 en Afrique, et en intégrant le Portugal, on arrive à 1000 personnes. Donc, c'est ça qui fait la différence. Et le fait d'avoir une entreprise aussi nous permet aussi d'avoir cette idée entrepreneuriale de laisser aussi de la liberté d'action, bien sûr en encadrant, mais qui permet aussi à chacun de s'exprimer et de donner le meilleur de soi-même pour aller soutenir un projet au sein de sa structure. Super, mais donc vous avez beaucoup de projets, on a bien compris. Donc, un de ces projets, c'est Métis. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet directement, donc, le métis, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau matériau biosourcé, c'est ça? Oui, alors Métis, c'est un biosourcé. Voilà. C'est un produit donc, issu de la collecte des vêtements coton, donc jeans velours, qui n'avaient pas de vocation à rester dans le vestimentaire parce que trop abîmés. Et il y a une dizaine d'années de ça, on a fait un constat alarmant, c'est qu'on en avait beaucoup dans nos greniers sans savoir en trouver des débouchés. Et plutôt que d'avoir donc un handicap, on a pris cette pierre dans notre poche et on l'a transformée en un plus en inventant un produit innovant donc de thermique et d'acoustique pour le bâtiment. Très bien, donc c'est un isolant thermique pour le chaud, pour le froid, c'est ça? On a les deux, c'est-à-dire que l'avantage d'avoir une fibre végétale, c'est que d'un côté, ça va vous isoler du froid. On le voit tous, on met des pulls en laine, on met des pulls en coton, mais voilà. Nous, on a pris le coton. Donc, c'est vrai, ça vous isole du froid. Mais en même temps, on le voit bien avec les gens qui habitent les pays très chauds, en Afrique, dans le Sahara, on les voit habillés avec des couches et des couches de textile. Et on s'aperçoit que le textile, en vérité, permet de garder sa propre température sans subir celle de l'extérieur. Et c'est ce qu'on fait avec du métis. C'est-à-dire que le coton empêche aussi la chaleur de rentrer trop brusquement dans le bâtiment et donc de garder une fraîcheur tempérée, régulée tout au long de l'année. Superbe. Tissa ou Elia, je crois qu'on avait quelques photos qu'on pourrait peut-être partager pour que Stéphane nous explique ce qu'on voit sur les photos. Donc là, on a deux métis différents. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Voilà, on voit la gamme métis. Alors ici, on a bien donc, la gamme qui est représentée avec un vrac donc à souffler, c'est de la fibre de coton qui n'est pas liée entre elles. Donc là, vous aspirez d'un côté et puis vous la renvoyez vers la zone de votre comble perdu pour isoler. Donc là, ce qu'on voit, c'est du jean en petits bouts, c'est ça? C'est de la fibre. En vérité, vous partez d'un morceau de coton, vous allez défibrer un vêtement dans une unité de défibrage qui s'appelle MRT, qui appartient en groupe. On défibre, on va démailler le vêtement. On en fera des fibres de quelques centimètres. Et ces fibres recevront un traitement feu et antifongique, puisque dans le bâti, il faut quand même avoir des vigilances. Et une fois ces fibres traitées, on va donc là, ici, le monsieur les propulse vers l'avant et va tenir une certaine épaisseur. Et c'est l'épaisseur qui est mise en œuvre qui fera la résistance thermique de votre habitation. Donc, c'est lui qui va mettre en œuvre, il va vérifier ses hauteurs et puis il avance. Et en dessous, on voit toujours ces mêmes fibres, mais non pas cette fois-ci à projeter, mais ce sont des fibres qui ont déjà été en usine liées entre elles. Donc, on est passé avec un mélange de polyester, je vais passer les détails très techniques, mais on arrive à faire des panneaux et des rouleaux d'isolant à dimension donc 60 par 120 et autres, donc des produits très standards, ce qu'on voit habituellement dans nos magasins de bricolage. Et là, ces produits sont prêts à l'emploi. Vous les prenez, vous les mettez en place en lieu et place d'un autre isolant dit plus traditionnel, et vous allez obtenir bien sûr des réponses thermiques, mais aussi des réponses donc, thermiques des deux côtés, mais également des réponses acoustiques. Acoustique également. Donc, oui. Ça s'utilise par exemple dans quelle partie du bâtiment? On peut avoir l'acoustique déjà de l'isolement par rapport au bruit de l'extérieur. Vous mettez ça sur vos murs périphériques. Il y a du bruit dans votre rue. Là, vous entendez beaucoup moins le bruit ou pas du tout le bruit dans votre habitation. Ça peut être aux pentes de toiture, je pense aussi, ou un doublage de plafond avec un voisin un peu bruyant ou un doublage de mur aussi. Ça peut arriver, ça. Et souvent, ça nous est demandé en immeuble, d'ailleurs. Ça peut être entre deux pièces, entre une chambre à coucher et malheureusement, ce qu'on connaît tous peut-être, les WC la nuit. Le gros plaisir de ne pas entendre les gens qui se lèvent. Donc, en termes d'isolation, donc c'est ça qu'on. Oui, donc ça, déjà, je me dis que soit le monsieur est très très fort, soit l'isolant métis n'est pas très lourd à transporter.
Alors, l'isolant métis, c'est pas très lourd. C'est ça aussi sa force, c'est qu'on a un produit qui est à 20 kg mètre cube. Donc, c'est-à-dire qu'on a un produit qui est assez léger, un panneau d'1 mètre carré d'isolant en 10 cm, ça pèse 2 kg. Donc, une plaque, ça pèse pas très lourd. Ce qui fait que tout le monde peut le manipuler. C'est un produit qui est non irritant. On voit bien que la personne ici, elle est dégagée. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gants. Elle est très à l'aise. Là, elle va faire son marquage, elle va faire un petit trait de feutre et puis elle va couper son produit. De l'autre côté, il l'amène sur son chantier, ses matériaux. Bon, c'est plutôt sympathique à travailler. C'est vraiment un produit qui est aimé parce que justement, il est agréable au toucher. Il est agréable à la manipulation. On n'a pas peur de rebouger le produit si on l'a mal enquillé, mal mis. On ose y aller, on ose aller au contact de la matière. Super, vous parlez d'application en habitation, mais Oui. il y a aussi de l'application professionnelle, je suppose. Bon, on fait, bien évidemment, si on parle de l'habitation, c'était notre premier fer de bataille parce que, comment dire, on était, on est le relais. Le relais, c'est connu par le grand public, donc c'est plus comme ça qu'on a commencé. Ça nous a permis d'ailleurs d'avoir nos avis techniques pour pouvoir faire du bâtiment, mur, toiture et puis comble. Et une fois qu'on a eu ces avis techniques, on s'est avancé un peu plus vers des chantiers un peu plus gros que l'habitation de monsieur et madame tout le monde. On a été voir des constructeurs, des bailleurs sociaux, des bâtiments publics, bien évidemment, les écoles, les crèches, et ce qui peut encore aller plus loin. Après, le produit se pose en tout type de bâtiment. Mais oui, on a développé derrière, bien sûr. Vous me parliez de boîtes de nuit aussi, donc là, c'est plus pour de l'acoustique, je Oui, suppose. alors pour l'acoustique, on a travaillé avec des dancing, des boîtes de nuit, ces boîtes à bruit qui plaisent à tout le monde quand on y participe, mais quand on est le voisin d'à côté ou en face, c'est un peu plus gênant le bruit que ça peut donner dans la rue. Donc là, on a des gens qui venaient me voir pour ce qu'on appelle des isolements de façade et on a travaillé et ça a rendu de grands bienfaits. Très bien, donc vous évoquez aussi l'aspect gain technique qu'on peut… Oui, alors ça, c'est un projet qu'on a fait c'est un projet qu'on a fait avec le groupe ICAD sur un tour Pulse qui est à Saint-Denis. C'est un grand immeuble, c'est un R+7, on peut imaginer une grande tour. Et là, il y avait des gros problèmes. Donc, de la conception, ils se sont aperçus qu'ils allaient avoir beaucoup de gains techniques sur lesquels il y allait donc avoir des évacuations, des passages de flux. Et ça allait créer de gros désordres au niveau acoustique. Donc, ils nous ont essentiellement mis sur ces gains pour éviter justement d'avoir ces perturbations par le bruit. Donc ça, c'est des projets qu'on a fait. On a fait aussi des écoles. Si on regarde un petit peu sur la région Île-de-France, petit clin d'œil, puisque là, quand même, je m'adresse quand même à cette jolie région. On a des groupes scolaires comme Boutour ou Simone Veil à Rosny-sous-Bois, où Métis a été employé. Donc, mais on le retrouve aussi, si je regarde dans la région parisienne, on a un gros partenaire qui s'appelle Partena. Lui, il travaille essentiellement sur l'acoustique en cloison. Il fait beaucoup de séparation acoustique. Et lui, son cheval de bataille, c'est plus le professionnel, mais type milieu bancaire, milieu crédit, les gens qui ont besoin de calme, de réflexion et surtout, quelque part, de sécurisation des données entre deux personnes. Quand vous allez à votre banque, vous n'avez pas totalement envie d'entendre ce qui se dit, donc d'entendre ce que vous dites. Voilà. Je conçois bien. Très bien. Donc, ça, c'était sur les aspects techniques. Oui. Et comment est-ce que vous nous disiez que donc, vous avez créé un nouveau produit parce que vous aviez beaucoup de matières, des jeans, des velours pour lesquels vous ne trouviez pas d'exutoire parce qu'ils étaient trop abîmés. Mais comment est né ce projet d'inventer un nouveau produit en fait? C'était quand? Ça date de quelle année? Ça date de 84. Alors, vous vous retrouvez avec un produit. Là, on est en 2021. Vous voyez, on a quelques 84, je dis une bêtise, 2009. On se retrouve avec un produit qui est, oui, je dis n'importe quoi, 2009. On se retrouve avec un produit qui est dans nos greniers. On a une crise une crise d'économie de l'énergie qui est là. On a des gens qui viennent nous voir en nous disant, vous savez, vos produits, vous pourriez les transformer éventuellement en isolant. Bon, on ne sait pas trop comment faire. On est des fripiers, des collecteurs, fripiers, on nous connaît bien, 3000 personnes. Voilà, on nous voit un petit peu sillonner toute la France. Et on a cette écoute de dire, pourquoi pas, alors, expliquez-nous comment on pourrait faire. Et on a les belles rencontres. Je pense qu'il faut être au bon endroit, au bon moment, où on rencontre les personnes qui vous disent, voilà, si vous voulez fabriquer un isolant, il faut défibrer, il faut les thermolier, il faut des outils. Nous, on n'en a pas, mais on peut vous mettre à disposition, nous, vous les avez pas, mais on peut vous mettre à disposition des notes pour vous essayer. Donc, et nous, ça nous fera du volume à travailler. Donc, vous voyez, c'est un bel échange. Moi, j'apprends à faire mon produit. De l'autre côté, je monte en volume une structure et qui était une structure aussi sociale.
Donc, on arrive à faire les premiers produits. Et puis, ces produits, ça a plu. Ça a plu de suite. On était dans la bonne vague aussi de ces années-là où le biosourcé commençait à poindre son nez. On avait le chanvre, le lin, le coton, le bois, le miscon, enfin, tout ça était là, ça bouillonnait. Et le relais, je dirais peut-être par son support, sa présence nationale a peut-être été un peu plus vite et on a sorti le premier isolant biosourcé issu de produits recyclés, donc la valorisation du textile. C'est ça, parce que quand on dit biosourcé, on pense régulièrement à la paille, Ouais. au chanvre, au lin, mais c'est vrai que le jean, du coton. spontanément, C'est un coton, il ne faut pas oublier que c'est un végétal que l'on porte sur soi. Et c'est ça qui fait le bien-être d'ailleurs de ce confort que l'on a de chaleur. On en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi le confort. Vous avez produit une régulation de l'hygrométrie, de l'humidité, de la transpiration. Un t-shirt en coton, on parle des nouveaux matériaux techniques qui existent dans les t-shirts, mais jusqu'à présent, on faisait du sport avec un t-shirt coton. Personne n'aurait été courir avec un t-shirt nylon ou polyester. Ça y était détrempé. Parce que le coton a cette capacité d'absorber et de résorber l'eau ou l'humidité. Et c'est ça la force d'un isolant coton aussi. Et donc là, vous avez eu l'idée, vous disiez en 2009. Et donc, combien de temps il a fallu pour que entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où les premiers panneaux étaient sur le marché? Oh, ça a été très vite. Ça a été. Alors là, on a un PDG qui aime bien mettre les chevaux en avant et raison gardée, mais les chevaux en avant, il laisse pas traîner les choses. Ça a mis, je pense qu'on 2 ans après, 3 ans après, on était lancé avec un ATEX. Donc, on est passé par une phase expérimentale avec le CSTB. Donc, vous êtes obligé d'avancer petit à petit. Vous avez vos premiers produits. CSTB pour les gens, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Voilà, donc qui est le sésame, si vous voulez, avec un produit de bâtiment, pouvoir l'implanter dans des projets. Il va vérifier, il fera les tests, il fera un tas de choses sur des matériaux. Et là, donc, on passe par une phase expérimentale sur quelques bâtiments, dont une école qui se prête au jeu dans la région, à Carlon-Ricoire. Un maire qui dit moi je veux bien essayer pour vous mettre le pied à l'étrier, j'y crois. De toute façon, mes techniciens de ville et puis les rapports de l'architecte et des bureaux d'études les bureaux de contrôle pensent que ça ne peut pas être pire que ce qu'on a aujourd'hui, ça ne sera que mieux et on en est confiant, allons-y. Et on a fait ces premiers bâtiments et ça s'est très bien passé. Donc, nous, ça nous a appris aussi à structurer et à devenir plus professionnel, à professionnaliser cette démarche. Et on a eu ces retours. Ce qui nous a mis tout de suite le pied au deuxième étrier pour éviter de tomber. Et là, on a foncé, on est parti au galop, on a été à la vie technique et on n'était pas en chercher un, on est en chercher 2, mur, toiture. Voilà, comme ça en disant, on pouvait faire le bâtiment complet. Et 2 ans après est arrivé la vie technique sur le vrac à souffler. Alors, vraiment une belle histoire, là. Ça a été vite, c'était passionnant. Bravo. Et donc aujourd'hui, en termes d'impact social, je vois la question de Marie-France dans le chat qui demande combien d'emplois est-ce que ça représente aujourd'hui, cette filière métisse aujourd'hui? Alors, Métis, il faut regarder, il y a l'outil de production où vous allez avoir 17 personnes, production et administratif, commercial. Donc ça fait un noyau qui est, je dirais, le staff bureau. Et ensuite, vous avez bien évidemment tous ceux qui vont participer, parce que ce n'est pas seulement d'être dans des bureaux, il faut aussi collecter le linge, il faut le trier, il faut aller chercher le bon produit au bon endroit, il faut savoir défibrer le produit, je vous mettais en tout début de la rencontre, défibrer, et ça, c'est aussi du personnel. Et quand on regarde l'univers métis, on est si je ne dis pas de bêtises, 170 personnes au service donc, de l'arrivée de métis sur le marché. Donc, ça fait vraiment déjà une petite unité, voilà, si on regarde. Donc 170 personnes, très bien. Et en termes de volume de jeans collectés, si on veut essayer de mètres carrés ou alors, matière, ça représente quoi? On va s'amuser, on va faire un petit peu de mathématiques. Métis, c'est, sans dire de bêtises, 600 000 mètres carrés. Alors déjà, c'est 600 000 mètres carrés d'isolant équivalent 100 mm fabriqué. Alors, pourquoi je parle toujours en 100 mm? Parce que c'est une unité fonctionnelle. Un produit en 100 mm, tout à l'heure, je le disais, c'est 2 kg ou je ne l'ai pas dit, c'est 2 kg à mètre carré d'isolant en 10 cm, c'est 2 kg de textile. 2 kg de textile, ça représente 4 jeans. Donc, j'ai 600 000 mètres carrés, j'ai 2 400 000 blue jeans. Voilà, par an que je passe dans ma ligne de fabrication. Et donc, on est bien d'accord, voilà, ce sont des jeans qui étaient trop abîmés pour être réparés. Oui. Donc,
c'est un processus vertueux puisque c'est de la matière qui sinon aurait fini au mieux en incinération ou en décharge. Donc, Au pire, en enfouissement, ouais, on aurait essayé d'éviter l'enfouissement, mais oui, ça aurait été incinéré pour au moins avoir une valorisation énergétique. Et ce qui est dommage de jeter des produits ou de les incinérer, parce que quand on est sur des produits métis en coton, c'est-à-dire qu'un coton, c'est une plante. Je vais revenir un peu au cours de sixième, vous fixez du carbone quand vous grandissez. Donc, je fixe du carbone dans mon produit, mais ce n'est pas n'importe quel carbone, ce n'est pas un carbone minéral du sol, c'est un carbone qui était atmosphérique. Donc, c'est la pollution au moment où la plante a commencé à grandir qu'elle a transformé en oxygène, mais elle a continué à garder ce carbone pour se construire. Et ce coton métis que je vais mettre dans un mur, c'est ce carbone qui a été piégé à un moment donné, qu'il ne faut surtout pas libérer, parce que sinon on va polluer. Et donc, on est d'accord. Si dans les murs, je le fixe dans les murs pour 50 ans. Par contre, si je le mets en incinération ou en enfouissement, l'enfouissement, dans 2-3 ans, c'est pourri, ça repart. Et à l'incinération, c'est immédiat, vous allez relibérer le carbone. Donc, il faut stocker. On est d'accord. C'est tout l'intérêt des matériaux biosourcés. On a une dernière question avant de conclure. En termes de… Et donc, je vous demanderai d'être concis étant donné le temps qui nous reste. En termes de prix, comparatif prix sur un isolant non biosourcé ou un isolant… Je vous laisserai faire le rapport après, mais Métis, aujourd'hui, c'est moins de 10 € le mètre carré en 100 mm. D'accord. Et donc, c'est un facteur 2, 3, 10 par rapport à… On est sur un facteur, si on prend sur une laine minérale, c'est souvent ça qui nous compare, on a un facteur de 2,5, 3, voilà, par rapport à une laine traditionnelle. Mais c'est difficile. Avec en plus, mais ce qui n'est pas compris dans la ligne minérale, c'est l'impact social, on a bien compris avec Métis, l'impact environnemental avec le stockage de carbone, puisqu'il s'agit d'un biosourcé. Et l'économie d'énergie avec le confort d'été-hiver. Et le confort, à toutes les saisons. Un grand merci, Stéphane. Je vous en prie, merci pour votre intervention. On arrive à la fin de notre webinaire. Un grand merci à Marie également de Modestime et à Eléa et Tissa de Circulaire pour leur préparation à nos côtés de cette séquence d'aujourd'hui. J'invite tous les participants à regarder le reste des sessions de la semaine, puisque le Grand Paris Circulaire vous propose aujourd'hui, cette semaine, 14 séquences, dont 11 webinaires différents sur différentes sessions. Demain, c'est la journée BTP. Donc, on a 4 webinaires demain sur différentes dimensions à la fois sociales et solidaires et circulaires du BTP. Vendredi, ce sera le Grand Paris Circulaire s'intéresse à la loi AGEC avec à nouveau 3 webinaires sur l'IT reconditionné, sur les initiatives du territoire métropolitain, sur comment recycler des fenêtres en mobilier urbain, recycler du PVC, recycler des ordinateurs. Et le matin, on a une session également à la Maison des Océans pour le séminaire de la chaire économie circulaire et métabolisme urbain. On a énormément de sujets aujourd'hui, cette semaine, pardon. Je vous invite à aller sur grandpariscirculaire-event.fr sur lequel vous êtes inscrits déjà aujourd'hui. Un grand merci à nos intervenants, un grand merci à tous et une très bonne semaine circulaire et solidaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.